Salut, je suis ravi de te retrouver pour une série un peu spéciale et même très spéciale puisque Baleine sous Gravillon t'offre son calendrier de l'Avent en 12 épisodes. 12 épisodes sur les êtres vivants les plus bizarres, les plus improbables que je connaisse. Et pour ce premier épisode, on va commencer par un oiseau. Et je te jure, je t'assure que c'est l'oiseau le plus étrange, le plus incroyable, le plus irréel. La première fois que j'ai vu une photo de cet oiseau, je me suis dit que c'était une IA, que c'était une blague. Et cet oiseau, il existe vraiment. Il s'appelle l'engoulevent porte-étendard. Et c'est ni une blague, ni une IA. Alors, ce Caprimulgus vexillarius, c'est son nom scientifique, l'engoulevent porte-étendard, il vit en Afrique, du Nigeria au nord de l'Afrique du Sud, souvent près des points d'eau où il butine, entre guillemets, des insectes en soirée et avant le lever du soleil. Tu sais, ce sont les deux grands moments de la faune sauvage un peu partout dans le monde. Alors je m'empresse de te dire que cet oiseau, il suffit que tu regardes la vignette, l'image de ce podcast et tu vas tout de suite comprendre ce que je dis. Il suffit que tu regardes ton téléphone ou ton ordinateur ou je ne sais pas sur quel support tu écoutes ce que je dis. Voilà, je l'ai mis en photo, c'est la vignette de l'épisode dont je suis en train de parler. Alors la première raison pour laquelle cette créature me paraît totalement improbable, c'est que pendant la saison nuptiale, le mâle arbore d'extraordinaires oriflammes ou étendards, c'est un synonyme, tu sais, ces espèces de longs drapeaux un peu allongés qu'il y avait sur les lances des chevaliers au Moyen-Âge. Et comme tu t'en doutes peut-être, ces crâneurs les perdent à la fin de la saison de la reproduction, ils sont tellement encombrants lors de la mue. Et donc c'est l'occasion de se souvenir que les oiseaux, c'est ma première parenthèse, renouvellent leurs plumes une ou deux fois par an, en quelques semaines ou de manière continue selon les espèces. Et dans le cas de cet engoulevent porte-étendard, eh bien ces rémiges à lui, elles s'allongent à chaque mue au fil des ans, mue après mue, jusqu'à atteindre 2 fois la longueur de tout son corps. Alors comme je t'ai dit, je voudrais te donner quelques petites infos précieuses sur la mue des oiseaux, qui est moins, visible que celle des serpents, par exemple, qui laissent derrière eux une espèce de chaussette de l'ancienne peau qui entourait leur corps. Eh bien, la mue chez les oiseaux, elle permet aussi de réparer l'usure des plumes qui sont dues au vol, aux rayons UV, aux parasites, aux chocs, aux frottements. Et donc, le fait de renouveler leurs plumes leur permet une performance optimale de vol tout au long de l'année. Et pas que de vol, aussi, tu sais, pour préserver leur chaleur ou leur protection face aux rayons du soleil, etc., etc. Donc la plupart des espèces adoptent une mue qu'on appelle séquentielle, c'est-à-dire qu'en gros ils perdent leurs plumes de manière symétrique pour conserver leur capacité de vol. Tu vois, en gros les plumes, la mue se fait du bout de l'aile vers l'intérieur ou l'inverse, mais en tout cas, tu vois, il n'est pas dépourvu de plumes sur une aile et alors que ça n'a pas bougé sur l'autre. Certaines espèces, comme quelques canards, subissent une mue dite catastrophique. Eux, ils perdent simultanément toutes leurs rémiges et à ce moment-là, ils deviennent temporairement incapables de voler. Il faut que tu ajoutes à ça le fait que la mue est un phénomène hautement coûteux en énergie et donc ça nécessite que ces oiseaux qui la pratiquent mangent plus de protéines, trouvent plus de protéines et d'acides aminés pour pouvoir reconstruire leurs plumes. Tu te doutes que tout ça, ça nécessite des protéines et qu'ils ne peuvent pas vivre à ce moment-là d'amour et d'eau fraîche. Les plumes neuves, elles poussent gainées d'une kératine riche, tandis que les anciennes, elles tombent mécaniquement ou elles sont écartées par la croissance des nouvelles. En gros, les nouvelles, elles sont mieux ancrées, mieux gainées. Alors pour être tout à fait complet, il y a différents types de mues. Moi, je viens de te parler de la mue, annuelle, classique, mais il y a des types qui sont un peu exceptionnels. Par exemple, chez les jeunes oiseaux, il y a une mue juvénile qui remplace progressivement leur plumage duveteux par un plumage plus fonctionnel, les plumes de l'adulte. Donc tu vois, c'est l'équivalent d'une entrée dans le grand bain, dans la cour des grands, appelle ça comme tu veux, qui nécessite un équipement pour pouvoir voler, tout simplement. Et il y a un deuxième type de mue exceptionnel, c'est, tu t'en doutes, le plumage nuptial, qui est obtenu via une mue dite pré-reproductrice, et ça optimise l'attractivité sexuelle. Et notre fameux engoulevent porte-étendard, c'est dans ce cadre-là qu'a lieu sa mue, tu t'en doutes. La deuxième caractéristique incroyable, elle tient à son nom, parce qu'en fait la centaine d'espèces d'engoulevents, on en a en France, sont regroupées dans la famille des Caprimulgidae, et ça, les Caprimulgidae, ça veut dire, tiens-toi bien, les têteurs de chèvres. Pourquoi ? Parce que jadis, les paysans pensaient qu'ils pénétraient de nuit dans les étables pour sucer le pis des bêtes. En la matière, Buffon, le meilleur ennemi de Carl Linné,
a repris sans peur du ridicule ces légendes des anciens. Et dans son histoire naturelle, le conte écrit, j'ouvre les guillemets, les chèvres sont, comme les vaches et les brebis, sujettes à être tétées par la couleuvre et encore par un oiseau connu sous le nom de tête-chèvre ou crapaud volant qui s'attache à leurs mamelles pendant la nuit et leur fait, dit-on, perdre leur lait, fermez les guillemets. Georgie, Georgie, Georgie boy. Sacré conte de Buffon, tu vois, qui était au moins aussi littéraire que scientifique, on va dire ça comme ça. Hein. Alors le conte de Buffon, tu sais, c'est le XVIIIe siècle. Hein. Linné, c'est le XVIIIe siècle. Il a sorti son Systema Naturae, qui est si célèbre pour tous les biologistes, en 1758. Alors tant que je suis sur son nom, il faut que je te dise que le nom Engoulevent, il vaut aussi son pesant de poésie et d'émerveillement. Engoulevent, eh bien ce nom-là vient de l'occitan Engola vent, qui signifie avale-vent, celui qui avale le vent, sans doute parce qu'il vole parfois bouche bée, grande ouverte, pour gober des proies ou boire au ras de l'eau, comme le font les hirondelles. Quatrième caractéristique dingue des engoulevents, c'est leur plumage. Il est ultra cryptique, posé sur de l'écorce ou dans une litière de feuilles mortes ou encore sur des graviers, des gravillons, eh bien ils s'y confondent easy peasy. Et ça, c'est un sacré avantage quand on dort, voire qu'on niche par terre. Amis noctambules, attention où vous mettez les pieds. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Cinquième caractéristique de dingue par rapport à tous les autres oiseaux, c'est que ces cumulards ont des poils avec des gros guillemets autour du bec. Alors les ornithos savent qu'on appelle ça des vibrisses rictales ou des plumes rictales. Et en fait, tu sais, comme les chats, c'est des espèces de longs poils qui leur permettent de mieux sentir ce qu'il y a autour d'eux et de rabattre leur proie et aussi de protéger leurs très grands yeux si rigolos, si bizarres. Un petit mot sur les vibrisses rictales. Comme je te disais, ce sont des longues plumes rigides qui sont situées autour du bec, qui sont souvent proches des commissures du bec et qui forment une sorte de moustache sensorielle, un peu comme celle du chat. Il faut vraiment que tu t'imagines, tu sais, les vibrisses du chat. Alors je voudrais te dire un petit mot sur les plumes et t'expliquer que tu vois ce qu'on appelle une plume en fait se décompose en plusieurs parties que je voudrais t'expliquer maintenant. Une plume typique se compose d'un axe central rigide et la partie du bas, celle qui est attachée au corps de l'oiseau, ça s'appelle la hampe ou le calamus. C'est joli, tu sais, le calame, c'est le nom de l'outil dont se servaient les scribes pour écrire. Et tu te souviens qu'à une époque, les gens écrivaient avec des plumes. Et donc, d'où ce nom de calame. Donc ça, c'est la partie de l'axe de la plume qui est rattachée au corps de l'oiseau, qui s'appelle aussi donc la hampe. Et cette hampe-là, elle est creuse. Et la partie supérieure, ce qu'il y a de l'autre côté, vers la fin de la plume, ça s'appelle le rachis distal. Et ça, c'est un tuyau qui est plein, il n'est pas creux, contrairement au calame. Et ça s'appelle plutôt donc le rachis. Ce rachis, si tu veux, retiens en gros que c'est l'espèce de mât d'axe central de la plume. Ce rachis, il porte ce qu'on appelle des barbes, qui sont, tu sais, toutes ces petites lames qui sont insérées obliquement en deux séries de part et d'autre de l'axe central. Et donc, elles restent enchevêtrées entre elles par ce qu'on appelle des barbules, qui sont encore perpendiculaires à ce que je viens de te dire. Je ne sais pas si tu as suivi. Donc, tu vois, en gros, tu as un axe central qui s'appelle le rachis, sur lequel il y a des barbes. Et ces barbes, elles tiennent entre elles par des micro-trucs encore plus petits qui s'appellent des barbules. Tu vois ? Je ne veux pas aller trop loin, mais en résumé, ces barbules sont elles-mêmes prolongées de barbicelles, qu'on appelle aussi des amulis, H-A-M-U-L-I. C'est un nom que tu as peut-être déjà entendu quand on parle des insectes. En résumé, les amulis, ce sont des petites écailles modifiées en crochet qui s'agrippent à des gouttières, et en gros, c'est ça qui fait que ça tient. Tu sais, un peu, c'est pas de la colle, c'est pas un autre système. En résumé, voilà, c'est grâce aux petites barbicelles qui se finissent en forme de crochet, et ça vient agripper des gouttières sur les barbules d'à côté. Tu vois, c'est comme ça que ça tient. Tu as remarqué que les plumes, elles tenaient ensemble. Parce que ça, c'est important, si tu veux, cette espèce de cohésion que je viens de te décrire, c'est important mécaniquement pour le vol. Parce que si c'était pas accroché, si les barbules n'étaient pas accrochées les unes aux autres, la plume ne tiendrait pas, elle serait pas rigide. Alors c'est fascinant, tu sais, ces plumes dont je te parle, là, les vibrisses rictales, parce qu'en fait, elles jouent un rôle clé chez les espèces insectivores nocturnes, donc typiquement les engoulevents, les ibigeaux, c'est un oiseau dont je te reparlerai un jour, les strigidés aussi, les strigidés, en gros, c'est toute la famille des chouettes et des hiboux, et donc tu vois, ces vibrisses, ces espèces de poils qu'il y a autour de la bouche des oiseaux, eh bien, ils détectent les mouvements proches, ils ont donc une fonction tactile, grâce à une innervation qui est renforcée à la base du follicule, et bien dès que ça touche, tu vois, tout de suite, ça les informe, un peu comme la moustache du chat, toujours pareil.
Et certains scientifiques pensent que ces rictales pourraient aussi servir de guide aérodynamique. En fait, si tu veux, elles sont aussi sensibles à la force du vent qu'il y a autour, aux turbulences. Et ça leur permet de mieux ajuster, de stabiliser leur trajectoire, y compris quand ils poursuivent des proies et qui vont la gober en vol. Alors chez les rapaces nocturnes, elle complète l'action des disques faciaux. Tu as déjà vu une chouette, tu as vu que par exemple chez la chouette effraie, elle a une espèce de disque facial en forme de cœur. C'est ça, hein, le disque facial, qui fonctionne comme une espèce de parabole avec des oreilles qui sont pas symétriques. Et ça leur permet de détecter d'où vient très exactement un son. Et bien tout ce que je viens de te dire là sur les rictales, ça leur permet d'affiner encore ce sens que je viens de te décrire qu'ils ont avec le son grâce à leur disque facial. Donc ces fameuses rictales, elles sont bien visibles chez les engoulevents, chez les chouettes, c'est ce que je viens de te dire, chez d'autres oiseaux nocturnes et insectivores, mais elles sont complètement absentes chez les oiseaux de tous les jours, tu sais, les rouges-gorges, les mésanges, ceux que tu peux voir, les merles, qui sont plutôt granivores ou insectivores diurnes, tu vois, bon, là, ça a beaucoup moins d'intérêt pour eux, donc au fil de l'évolution, ils les ont perdus. Et donc on peut dire que ces vibrisses rictales illustrent un exemple vraiment frappant de ce qu'on appelle, tu sais, la convergence chez les espèces, chez les animaux. J'arrête pas de te dire que c'est exactement la même fonction que pour un chat, et ben c'en est un exemple. Tu vois bien que les oiseaux et les chats sont pas du tout apparentés, et pourtant ils sont équipés des mêmes moustaches. J'en reviens aux caractéristiques de dingue des engoulevents, c'est que ceux qu'on a chez nous, qui s'appellent les engoulevents d'Europe, hein, le nom de l'espèce c'est engoulevent d'Europe, leur vocalisation en tout cas ressemble au bruit, figure-toi, d'un vieux Solex. Bah si, dis-moi ce que t'en penses, je te le mets maintenant. Autre caractéristique de dingue, alors c'est pas le cas du porte-étendard, mais chez les engoulevents, chez les caprimulgidés, eh bien figure-toi qu'il y a des espèces qui hibernent, et ça, c'est rarissime chez les oiseaux. Il y a 11 000 espèces d'oiseaux. Figure-toi qu'on ne connaît qu'une seule espèce parmi les 11 000 qui hibernent. C'est un cousin qui ressemble à l'engoulevent porte-étendard. Lui, il s'appelle l'engoulevent de Nuttall. Ça s'écrit Nuttall, ça se dit Nuttall. C'est un états-unien. L'engoulevent de Nuttall, je le prononce à la française. Phalaenoptilus nuttali pour les spécialistes. C'est le poor will en anglais, son nom habituel vernaculaire. Et toute cette famille des engoulevents en anglais s'appelle aussi les nightjar. Alors cet oiseau-là, l'engoulevent de Nuttall, on le retrouve dans tout l'ouest de l'Amérique du Nord, en gros de la Colombie-Britannique au Canada jusqu'au nord du Mexique. Donc son habitat, il est constitué de zones plutôt sèches et dégagées, parsemées de petites herbes et d'arbustes, en gros de steppes désertiques. On le trouve dans ce genre d'environnement. Et l'engoulevent de Nuttall, je te le redis, c'est le seul oiseau qui est connu pour entrer dans une vraie torpeur pendant de longues périodes qui peut durer de plusieurs semaines à plusieurs mois. Encore une fois, c'est le seul oiseau qui fait ça. Et ce phénomène, il se produit à la limite sud de son aire de répartition aux États-Unis, où il passe donc une grande partie de l'hiver inactif. Il est planqué et il dort du sommeil du juste dans un amas de pierres. Et donc, encore une fois, une telle période de torpeur prolongée s'apparente à de l'hibernation. Et c'est unique chez les oiseaux. C'est la seule espèce qu'on connaît qui fait ça. Il faut que je te dise, pour être tout à fait complet, qu'il y a d'autres oiseaux, chez les engoulevents notamment, les ibigeaux et les colibris, qui peuvent se trouver dans des états de torpeur profonde, proche de l'hibernation, mais c'est jamais aussi long et aussi stable que chez l'engoulevent de Nuttall. Ça dure une journée ou quelques jours tout au plus, et ça permet pas de les classer comme faisant partie des animaux qui hibernent. Voilà, j'en ai fini avec cet engoulevent porte-étendard. Regarde encore une fois la photo sur la vignette de l'épisode que tu écoutes, tu vas voir, c'est vraiment... Je t'assure que cette photo est pas du tout une IA. Et voilà, et pour finir, je veux bien que tu me dises, que tu nous dises si tu en as envie. Si tu connais des oiseaux encore plus surprenants que celui-là, je serais vraiment ravi que tu me le dises par tous les messages que tu trouveras. Tu me trouves facilement sur LinkedIn, Marc Mortelmans, ou tu me trouves sur Facebook, où je suis moins, et puis tu trouveras dans la vignette de cet épisode un mail où tu peux nous écrire. Vraiment, ça me ferait plaisir que tu me dises, d'après toi, quels sont les oiseaux qui seraient encore plus surprenants que cet oiseau-là. Je te retrouve très vite pour l'épisode suivant du calendrier de l'Avent de Baleine sous Gravillon. Je te souhaite de très joyeuses fêtes. Prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous. À très vite. Joyeux Noël. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles.
Pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. Tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.